Ok, ça roule. Alors moi, je suis Olivier Villemain, je suis cardiopédiatre ici au CHU L'évêque. Alors, je vais vous parler des coartations de l'aorte et de l'interruption de l'arche. Alors, les coartations de l'aorte, j'ai juste rajouté un mot dans le titre, qui n'est pas un détail. J'ai juste vous parler des coartations isolées. Vous savez, par définition, une coartation isolée, c'est une absence de shunt à l'étage ventriculaire, donc une absence de CIV. C'est important parce que je pense que ça fait l'objet d'un cours complet. Le management des CIV coartations, pour moi, c'est le plus difficile dans notre spécialité. Manager et diagnostiquer en périopératoire une coartation avec une CIV, c'est vraiment un sujet très spécifique, donc je ne vais pas l'aborder. Je fais coartation isolée, interruption de marche. Je vais vous parler par cas clinique pour les coartations et pour les interruptions larges, ce sera plus une approche théorique. J'ai mis 5 cas cliniques pour les coartations parce que globalement, il y a 5 histoires qu'on peut croiser dans notre spécialité. La première, c'est vraiment l'histoire la plus fréquente. Un nouveau-né qui a une coartation clinique. Quand j'ai une coartation clinique, j'espère pas vous vexer en vous rappelant ça. L'échographie, ça sert à rien pour faire le diagnostic. C'est uniquement un diagnostic clinique, c'est-à-dire un grade nutritionnel. Évidemment, il y a des feintes, on va en parler. Et il y a des situations où vous pouvez passer à côté du diagnostic. Mais d'affirmer qu'un patient a une coartation de l'aorte sans gradient clinique authentifié, c'est périlleux. Et tous tomber dans ce type d'erreur. C'est-à-dire, faites attention. On pourrait même s'arrêter là pour le cours. Et si vous devez retenir un truc sur la coartation, retenez que c'est un diagnostic clinique. Après, on va utiliser des outils très sophistiqués pour aider les chirurgiens dans leur geste chirurgical, l'échographie et le CT, le diagnostic et les cliniques. Et donc, finalement, face à cette histoire, quand on vous appelle pour un enfant nouveau-né qui s'est dégradé, qui a eu un gradient tensionnel, une différence de SAT, chez qui on a introduit la prostaglandine, l'échographie va vous guider, mais si vous n'avez pas de diagnostic de coartation à l'échographie, ça ne change pas grand-chose. Là, sur l'échographie, ce qui est intéressant, malgré tout, c'est les pressions d'emplissage du cœur gauche élevées, qui sont assez caractéristiques d'une compliance altérée, c'est-à-dire d'un stress néonatal dû à une post-charge élevée. Et donc là, vous voyez à travers le foramen ovale ou la petite CIA, vous voyez un gradient de pression révélateur d'une POG élevée, qui est souvent retrouvé dans une coartation avec obstacle levé, c'est-à-dire finalement la contractilité et la fonction systolique sont redevenues anormales, mais le stress myocardique dû à l'obstacle est toujours là, et donc la pression dans l'oreillette gauche est élevée. Alors, vous continuez dans votre analyse segmentaire, mais c'est en mode cas clinique. Donc, ce que vous observez, c'est un shunt bidirectionnel sur le canal. C'est sur votre gauche. Alors, je dis bidirectionnel parce que c'est fabuleux, le canal artériel. Quand on est cardiopédiatre, ça donne énormément d'informations physiologiques. Bidirectionnel parce que c'est droit-gauche en systole. Vous savez que si vous ouvrez un livre de physiologie, le sens du shunt est uniquement dicté par les résistances, jamais les pressions. Je vous en supplie, c'est que je vous vexe, vous savez, dans cette salle, mais ne dites pas que pression droit à gauche, parce que la pression à gauche est supérieure à droite, donc jamais les pressions sur les résistances. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez deux pompes à contractilité similaires, le VG et le VD ont des fonctions systoliques normales, si ça chante droit-gauche en systole, ça sous-entend que la résistance en aval dans l'aorte est supérieure aux AP. Donc il y a un obstacle dans l'aorte. À nouveau, hein, si les deux pompes sont normales. En revanche, on diastole, là où c'est sympa, ça change gauche-droit. Donc ça veut dire que les résistances vasculaires pulmonaires sont infrasystémiques. C'est la seule explication. Et donc c'est plutôt sympa parce que juste en ayant le canal, déjà vous observez qu'il est ouvert grâce à la prostine, mais ensuite vous avez les informations hémodynamiques qui vont vous permettre, vous, réanimateur, enfin pour la plupart qui sont réanimateurs, à manager de manière plus, vous savez, sur mesure ce genre de place, ce genre de patient. Ça veut dire. Et donc, une fois que vous avez vu le canal et que vous avez étudié cette directivité pour le shunt, là, vous allez sur la horte, c'est ce dont je parlais. C'est-à-dire, si vous regardez juste l'hémodynamique de l'isthme aortique, elle est quasi normale. Il y a une petite accélération, il n'y a aucun prolongement diastolique, une vélocité franche. En revanche, en bémol et en couleur, vous voyez qu'il y a un isthme très serré qui est en faveur d'une coartation qui s'est levée. Et donc là, l'unique sanction qu'il y a, c'est la chirurgie. Et à nouveau, il y a pas vous n'avez pas eu de coartation.
L'échographie, elle est quasiment normale. En tous les cas, si ce serait la première échographie sans prostine, envoyer ce patient en bloc opératoire, ça serait très, très discutable. Il n'y a pas de coartation à l'échographie. Si vous n'avez pas de gradient clinique, moi, je serais prudent. Alors, quand on dit envoyer l'échographie, c'est là on va aller un peu plus dans le détail. C'est pas si simple. C'est-à-dire que votre collègue chirurgien, il y a peut-être des chirurgiens dans la salle, il y a pas mal d'options finalement pour aller réparer une crosse aortique. Là, je vous ai mis la liste classique des réparations chirurgicales. Retenez, même si j'imagine que François Roubertier va revenir en détail sur ce genre d'options, retenez qu'à l'heure actuelle, vraiment les anastomoses end-to-end ou extended, c'est celles qu'on privilégie. Pourquoi? Parce qu'on a observé que dans Waldhausen et les prothèses par patch, ça marchait moins bien. Notamment celui-là, il y avait des anévrismes, des dilatations. On le fait encore, parfois, on utilise la sous-clavière gauche, mais c'est assez rare. Alors, une fois que je vous ai dit ça, moi, pourquoi, quand j'étais à votre place, ça m'a intéressé? Pourquoi moi, cardiologue, alors que franchement, la chirurgie, je m'en fiche un peu au final, mais pourquoi moi, ça m'a intéressé de comprendre ça? Bah, pour pas mal de questions. La première, c'est que au moment où je fais l'échographie, j'essaie de penser comme un chirurgien. J'essaie de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui va être important pour mon collègue ou ma collègue au moment où elle va devoir choisir? Bah, la première, c'est sternotomie ou thoracotomie. Vous savez qu'une coartation isolée, sur un nouveau-né, on peut soit aller sur le côté, soit aller en sternotomie. Vous, ce que vous allez devoir observer en préopératoire, c'est l'ensemble de l'anatomie qui va vous permettre de décider. Et donc, c'est les trois segments de la crosse aortique, proximale, transverse et distale, où il va falloir mesurer attentivement et vous allez voir, hein, c'est con comme cochon, c'est-à-dire qu'il y a des pinces. Et s'il y a un segment qui est trop petit, trop hypoplasique, la pince va se mettre au mauvais endroit, le chirurgien ne va pas pouvoir reconstruire. J'ai des vidéos, je vais les montrer. Et donc, acharnez-vous quand vous voyez une coartation, pour ceux qui les voient avant l'acte chirurgical, de mesurer ces segments. Proximal, transverse, isthmique. Et l'isthme, évidemment, mais l'isthme, ça ne sert pas à grand-chose au final pour la décision. Une fois que vous avez les mesures, ce qui est intéressant, je ne sais pas vous dans vos centres, moi j'ai eu la chance déjà de travailler dans quelques centres, et j'ai vu tout n'importe quoi. Des centres qui utilisent un index, d'autres un autre, etc., etc. Et des bons centres, hein, ce pas des centres de... Et donc retenez que la définition de l'hypoplasie de l'arche, elle n'est pas unanime. Ce serait une erreur de dire fais comme ça. Retenez qu'il y a différents types de définitions. Mon seul conseil, c'est adaptez-vous à votre équipe, pour votre centre et vos habitudes chirurgicales. Vous pouvez soit utiliser la référence emploi, soit utiliser Z-Score, c'est pour ça que c'est plutôt celui de Boston qui est utilisé pour ce genre d'application, soit un ratio entre le segment analysé et la redescendante. Alors, l'autre chose, moi j'étais jeune chef de clinique à l'hôpital Necker à Paris, et je me souviendrai toujours que Pascal Voué, qui est l'ancien chef de série de chirurgie, je l'avais vu en garde tout seul, quoi, quelque chose de sans. Vraiment, alors l'histoire que je vous ai racontée. Mais on l'avait envoyé au bloc le lendemain, il y avait une place. Pas. Il m'a fait au bloc, sur commun. Tu vois, je dis, moi, tu peux venir sauter au bloc. Ça sent encore à côté, il me dit, regarde là, voilà toi à côté, qu'est-ce que tu vois? Chaud, un coup. C'est le chef de clinique de cardio, il n'y avait pas que ces gens. Là, je vois rien. Ouais, moi non plus. En fait, l'arche est à droite. Ben, tu as commencé ce matin, tu as fait l'écho, l'arche, voilà. Et ça m'a marqué. Ça, je me suis permis de remettre les têtes pour vous, c'est évident. Mais faites gaffe, quand vous voyez une coartation, faites l'effort de toujours, faites l'effort que je n'ai pas fait, faites l'effort de toujours être très rigoureux dans votre analyse segmentaire. N'oubliez pas, penser comme un chirurgien. C'est une des choses qui m'a marqué, que je vous transmets. Dire, ouais, à un moment, il va falloir choisir. S'il passe en thoracotomie, c'est droite ou gauche. Et donc, il faut être sûr de l'orientation, la sinus de la crosse. Alors, quand je dis thoracotomie, bah, c'est ça. Ceux ou celles qui ne l'auraient pas encore vu, c'est petit. Et donc, effectivement, là, vous voyez, ça prend toute sa mesure. Si vous avez un segment qui est trop petit, le chirurgien astragène va mettre sa pince, clampée, et où il va pouvoir avoir accès à toute
la crosse. Et donc, si par exemple, le segment proximal est hypoplasique, par thoracotomie, alors, et que ça va être extrêmement difficile d'aller le plastifier. Autrement dit, être rigoureux et de prendre tous les segments va forcer le chirurgien à aller en sternotomie, alors qu'on sait que c'est quand même moins préférable pour le patient et pour les réanimateurs. Ok, deuxième cas, à peu près la même histoire, sauf qu'il est plus âgé. Et là, c'est le choc cardiogénique complet, donc vraiment le tableau comme dans un livre, où en gros le patient arrive vraiment dans un sale état. Et en échographie, ce qui est marquant, c'est l'approche charge élevée. En gros, la pompe s'arrête progressivement. Le VG est quasi akinétique. La paroi latérale, qui est celle qui compense le plus en interne natale, est akinétique. Pas le temps de s'hypertrophier, d'assurer le gros stress, comme on dit, que l'approche charge s'arrête. Il n'y a plus de travail. Donc, c'est le septum qui fait tout le travail. Il y a évidemment une suite réactionnelle sur un phénomène restrictif de la valve mitrale. Il y a un foramen ovale extrêmement véloce dû à l'élévation de la pression de remplissage. Et puis, il y a une arche qui est quasiment invisible. Et là, la chose que je voulais pointer, vous l'avez probablement déjà vu, vous, réanimateurs, c'est ce paradoxe. Initialement, on peut se faire avoir. Quand c'est tellement grave, finalement, il n'y a quasiment plus de coartation. Dans le sens où il n'y a plus de gradient de pression, vu que la pompe ne génère plus de pression. Donc faites attention, quand vous voyez un patient choc cardiogénique avec une suspicion d'obstacle sur la crosse, faites attention à l'imagerie de la crosse aortique, ça peut être trompeur. Les Vmax sont basses, parce que finalement, il y a une pression centrale qui est très faible. Là, la sanction, c'est évidemment les drogues, la prostaglandine. Alors, si la drogue ne marche pas, cliquez. Mon collègue qui avait quand même une question assez pointue sur la post-opératoire des lésions de l'infantile. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu es en train de mourir. Une coordination serrée. Voilà, on pousse. Voilà. Et la drogue, c'est le cheval. Qu'est-ce que tu fais? C'est un bon point, mais la drogue que tu mets, elle faut seulement dire. Qui sont ces mecs-là? Faut dire, mais si tu n'as pas levé l'obstacle, c'est beaucoup probable que tu vas faire chip. C'est peu probable. Ouais, il y a d'autres options, voilà. Je vais plus de détails, etc. Sauver le patient. C'est là, l'action. Bon, que tu ferais? Ouais, c'est un bon point, ça. Il y a une intervention endovasculaire. CLT, ouais, sorcier. CLT, le canal. Ça, c'est un peu réflexe. C'est possible. Il faut l'ouvrir au KT, c'est ça? Eh ben, ça a été fait, c'est pas du tout les pratiques conventionnelles. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on part du mal au canal. Et un stent en période de surveillance, c'est bien. Pareil, il y a une stratégie endovasculaire, il y a la dilatation balle. Gardez en tête, il y a une coartation en choc cardiogénique sans réanimation possible. Plutôt que sur votre opératoire, on va parler des risques majeurs de la liste cellulaire et avec la dilatation balle. Donc finalement, tu vois, une manière de répondre, c'est notre conversation. Tu as deux options. Tu vois. Finalement, là, les médicaments, quoi plus tard, tu dois augmenter le débit du BD, du Y, en fait, pas beaucoup de produits. Pas médecin. C'est médecin. Moins médecin. Donc, ce qu'il faut discuter, c'est ça. Comment on fait pour lever l'obstacle? Alors, c'est pas évident parce que ça, c'est intéressant. On est le seul pays au monde qui font ça. Alors maintenant, il y en a quelques d'autres, mais je travaille quelques années moi, en Nord-Amérique, ils ne connaissent pas. Ils étaient fous. Bah, nous, pourquoi on irait se faire chier à mettre des ballons au bloc?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit au bloc dans cet état, hein, en choc cardiogénique, le gros problème, c'est le post-opératoire. Et quelle souffrance du myocarde, on va lui imposer un bypass. Bien sûr, il est en choc. Et donc, au moment de sortir du bloc, c'est extrêmement lourd. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que mon conseil, c'est ayez en tête qu'il y a ces deux options. Je ne vous dis pas que l'une ou l'autre est meilleure. Je vous dis qu'en fonction de là où vous travaillez, et les habitudes de vos centres et la qualité de vos cathétériseurs, c'est tout à fait quelque chose qui peut s'envisager. À titre d'exemple, un travail qui date, mais qui fait référence de l'équipe parisienne, qui a montré que finalement, le bridge to surgery, la dilatation de la coartation serrée sur un choc cardiogénique, c'est une stratégie très intéressante pour soulager la pompe, attendre quelques jours, la récupération du myocarde et aller au bloc opératoire. Alors finalement, et j'en viens à ce que tu m'as dit, tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas sauter là-dessus, parce que c'était. Mais toi, tu m'as dit, ouais, soulager le VD, le canal, le truc. C'est toi hein, qui m'as dit ça. Hein. Un champ droit-gauche, tu veux dire? Un champ droit-gauche, mais un champ intracardiaque gauche-droit pour le léger en souffrance, le gauche et en surcharge. Déjà, il y a un champ qui se fait. Il y a celui qui est la verrouille, c'est pour élargissant ses communications et en plus de charge sur le ventricule droit, et charge en léger. Non, fais attention là, parce que tu confonds différentes choses. Si je te réponds de manière très simplement, comme si je dirais à ma fille qui a 5 ans, le seul facteur qui joue sur le shunt du canal, c'est les résistances vasculaires. Et donc, fais attention, parce que c'est pas parce que tu vas ouvrir le canal que tu vas changer le shunt intracardiaque, surtout si c'est un shunt à l'état atrial. C'est les compliants ventriculaires qui jouent. S'il y avait une CIV, pourquoi pas? Et je t'ai dit, en première slide, coartation isolée. Et donc, je me permets de te reprendre sur ce que tu dis, en disant que oui, ça me plaît d'augmenter le débit du VD pour faire une perfusion droit-gauche dans le réseau systémique sous-ductal, sous la quartz, et il faut ouvrir le canal. Je te rappelle la situation, tu as mis la prosta, il est toujours en quartz, il est toujours en choc. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va un peu mieux. Alors, tu regardes, tu dis, bah ouais, le VG, il va mieux, il y a une meilleure contractilité. Le gradient de pression entre les oreillettes s'est abaissé. Et quand je regarde la crosse, ça s'est détendu, mais je vois aucun canal. Alors ça vient d'où? C'est pour vous rappeler, vous réanimateurs, que c'est plus sensible que le oui non. C'est-à-dire la prostaglandine, c'est pas oui ça marche ou ça marche pas. La prostaglandine, ça marche sur les cellules buccales, et les cellules buccales, c'est pas de n'importe. Donc c'est assez intéressant de se rappeler, oui, vous mettez la prostaglandine pour ouvrir le canal. Et après, c'est les cellules buccales. Mais les cellules buccales, il y en a également dans la zone ischimique. Et donc, tu peux mettre des prostaglandines, garder un canal fermé, mais détendre l'isthme aortique. Ça aide à savoir, parce que si tu monitores l'action de tes prostaglandines sur l'ouverture du canal, tu perds une possibilité d'améliorer ton patient, alors que ça peut marcher. La preuve, on a repris toutes les coartations de Paris, et on s'est aperçu que finalement, l'impact de la prostaglandine est assez variable. C'est ça que je me permettais de vous rappeler ça. Et surtout, on a observé qu'une fois que vous avez mis les prostaglandines, c'est pas rien, le chirurgien, en fait, il fait une reconstruction de la crosse qui n'est pas la même quand il n'y a pas de prostaglandine. Et donc, mon message, c'est qu'une fois que vous avez mis la prostaglandine, réfléchissez bien s'il y a une vraie indication de la prostaglandine. En l'arrêtant, souvent, les résultats opératoires sont meilleurs que les chirurgies sous prostaglandine. Dans le cas du choc, ça ne se discute pas, il est en choc. Troisième cas, 11 mois, il va bien, mais il est hyper tendu. Il n'a plus de poux fémoraux. À l'écho, là, c'est vraiment l'application de la loi de Laplace dans toute sa splendeur, à savoir hypertrophie de la pompe face à une augmentation de stress. En gros, la pompe doit pousser face à un obstacle. Il n'y a pas de défaillance systolique parce que le stress est compensé, et donc elle s'épaissit. Et donc, vous avez une hypertrophie concentrique typique de la coartation avec une fonction systolique conservée et une voie d'éjection normale. Donc là, l'obstacle est extracardiaque.
Là, vous allez sur la crosse, et là, c'est assez classique. Vous avez l'image d'une coartation bien compensée, à savoir accélération en systole, le stress, dont je vous ai parlé. En revanche, absence de prolongement diastolique, donc une perfusion systémique acceptable. Et une perfusion diastolique systémique qui semble normale sur le profil ischémique. Et donc là, vous retrouvez les choses dont on a parlé, c'est-à-dire l'anatomie de la crosse, les troncs supraortiques et les différents segments qu'il faut mesurer pour l'intervention. Évidemment, vous avez un profil pulsatif de la redescendante anormal, avec un pouls ramolli, dû à l'obstacle entre l'aorte, la crosse aortique et l'aorte descendante ou l'aorte abdominale. Alors là, c'est intéressant parce que je rejoins ce que disait mon collègue. STNT, un nouveau-né, ça se fait. Donc le canal, on en discutera, mais c'est quand même presque clair. Moi, STNT, 10 nordiques, ça se fait. Et c'est pareil. Parce que comme tu sais, il y a des stents qui peuvent se dilater, il y a des stents qui ne peuvent pas. Et à ces tailles-là de stents, c'est extrêmement compliqué. Les nouveau-nés, surtout qu'il y a une coartation, ça veut dire que tu as un isthme nordique petit. Et donc, tu vas devoir mettre un stent qui ne fera jamais l'affaire. Ouais. Et donc, de plus en plus, on dit que mettre des stents de moins de 8 mm chez un enfant, c'est risqué. C'est risqué. Plus de 8 mm, surtout des stents expandables, c'est raisonnable. Pour le nouveau-né, mettre 8 mm, c'est quasiment impossible. Sauf si tu as 5 kg. C'est quoi mon message? C'est que tu attends quelques mois, s'il tolère bien sa coartation, pour aller faire un geste endovasculaire fort. Ça a beaucoup de sang, peut-être que ça va vous choquer, hein, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent pas à la coartation sur locale. Il y a beaucoup de sang qui sont beaucoup plus stratégiques. Hein. Donc, on va le surveiller, on va arrêter la postille, on va voir comment il s'adapte, on va le voir en consultation. Et s'il y a un VG qui s'adapte à sa coartation, on va tranquillement aller des stratégies non chirurgicales pour quelques mois. Autrement dit, c'est l'exemple que je vous ai montré avec dilatation de l'isthme au ballon, observation du résultat qui est globalement oui, mais c'est un peu mieux. Et donc face à ça, par exemple, on pourrait mettre un stent au-dessus pour élargir. Alors quand je vous dis ça, ce n'est pas de l'opinion, hein. C'est à nouveau les plus gros centres au monde ont publié sur ça. Ils disent, bah oui, bien sûr, il y a des stratégies de dilatation de ballon entre 3 et 8 mois. Si vous avez la chance d'avoir un enfant qui a une coartation qui s'est bien toléré, qui s'est bien adapté, attendez encore quelques semaines, surveillez-le. Et envoyez-le au capital faire une dilatation de ballon, ça l'évitera une chirurgie thoracotomie, sténotomie. Évidemment, le risque de récidive, et c'est un message qui est assez élégant. Toutes les récidives, c'est dans les 2 premières années, retenez, c'est le même message pour les chirurgies. 90% entre les 400 coartations qu'on a repris en région parisienne, 90% des recoartations de points chirurgicales sont dans la première année. Personnellement, maintenant, quand je vois ce patient en consultation et que j'ai passé 18 mois de suivi, on verra s'il a lâché avant 20 ans. Globalement, elle a peut-être tranquille. Nous, on va reparler des recoartations 10 ans plus tard. Ça n'a pas de sens, en tous les cas, la lumière des données qu'on a. Quatrième cas, 8 ans, il a mal à la tête, il est hyper tendu. Et il y a un gradient tensionnel. Alors, vous avez le diagnostic, hein, c'est un diagnostic clinique. Mais, comme vous savez, là, vous voyez, je vous ai montré la latéralité de la crosse. Quand les enfants grandissent, deviennent quasiment des adultes, 8 ans, on est encore un peu loin, mais c'est vraiment, ils se développent. Retenez, hein, peut-être vous en réanimation, je ne vais pas du tout exposer à ces questions, mais quand même, c'est important d'en parler. Je sais tout bête, mais ne faites pas des échos, vous tirez comme des sonographeurs. Ne faites pas des échos comme des machines en vous disant, ouais, je le mets à 30 degrés, je vais. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, ayez cette habitude de balayer la crosse, surtout chez l'adolescent. On est très surpris, il y a une ondulation de la crosse qui est très variable. Et donc, souvent, on peut se faire avoir. Et oui, votre limite, c'est un patient en consultation, je me suis fait avoir. Peut-être que je parle. Là, je dis, voilà, moi, tout a l'air normal, je ne vois pas bien la liste, mais ça a l'air normal. Et 10 minutes après, j'avais perdu 10 minutes, là, finalement, hop, j'ai dégagé la force, mais il y avait une vraie accélération, une vraie coartation. Comme le diagnostic est clinique, j'ai persisté, si c'est pas possible. Il y a quelque chose, mais je ne le voyais pas.
Et là, on vient à la conversation, 8 ans, quasiment un adulte. Là, évidemment, pour l'anti-agrégation à long terme, il n'y a aucune guidelines. Honnêtement, c'est des discussions de comptoir. Généralement, on dit plus du millimètre, on ne met rien. Ça tient qu'à moi. Chaque centre a ses habitudes. En tous les cas, vous acharnez pas à les mettre sous aspirine ou ce que vous voulez, ça n'a jamais montré le moindre effet. Dernier cas de la coartation, c'est pour ça que j'ai fini sur les coartations. Le cas le plus chiant, l'adulte. Tous les cas, pour un échographiste comme moi, je dirais, honnêtement, c'est une galère. On voit hyper mal la crosse. Donc, mon seul message pour ces patients-là, retenez surtout dans les centres techniques, vous avez la chance d'avoir euh, l'imagerie de coupe en français. Et donc, évidemment, le diagnostic est beaucoup plus simple. Mais à nouveau, vous avez tous participé à des staffs et des conférences où on est là à regarder des images pendant 10 minutes et on se demande s'il faut faire quelque chose. C'est un diagnostic clinique, la coartation. C'est pas parce que vous avez une image de coartation qu'il fallait faire quelque chose. C'est vraiment une erreur. À nouveau, je me souviens, Pascal Vouet, le chirurgien, qui me disait, moi, je n'opère pas des images, hein. J'opère des patients. Les images d'écho, c'est gentil, mais juste comment il va, quoi. Et c'est un message tout bête, hein, mais c'est réel, surtout pour les coartations. Donc, n'oubliez pas, chez l'adulte, le point d'appel, c'est vraiment l'hypertension, le gradient tensionnel, tout par-delà. Alors, les messages pour la coartation, l'analyse segmentaire, évidemment, sur un cours de 20 minutes, pas le temps, mais c'est clé. C'est une cardiopathie de flux, ce n'est pas une cardiopathie congénitale. Et donc, face à une coartation, surtout, faites l'analyse segmentaire. Vous devez aller trouver des choses dans le cœur qui expliquent la coartation. Et si vous ne trouvez rien, vous devez être sûr de vous, parce que c'est rare. Généralement, il y a une anomalie congénitale mitrale, il y a une CIV, cardiopathie de flux, une valve aortique qui est anormale, ainsi de suite. La fonction, on vient d'en parler, en fonction de l'état du patient, votre management va varier, médicaments, cathé, chirurgie. C'est toujours la même chose, mais surtout pour la management de coartation en réanimation, c'est hyper important. L'anatomie, là, c'est vraiment le travail de l'imageur. Ça doit être extrêmement précis et indiscutable. Retenez mon histoire, je me suis planté et je ne pouvais pas, j'avais aucune image pour dire si, je l'ai vu, je te l'ai dit, etc. Retenez, gardez vos images, présentez vos images à l'équipe médico-chirurgicale. Et si le résultat est insatisfaisant, au moins, on aura du rétrospectif, on saura ce qui s'est passé et pourquoi on a mal estimé le geste. Si on part en thoracotomie et que le segment proximal pose un problème post-opératoire, c'est une erreur de groupe. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas dû partir en thoracotomie, on aurait dû aller en sternotomie. Et enfin, le management, on en a parlé. Alors, plus brièvement, pour les interruptions de l'arche, pourquoi plus brièvement? Parce qu'honnêtement, il pourrait y avoir qu'une slide. Dans la partie, le réanimateur et le chirurgien, évidemment, c'est autre chose, surtout le chirurgien. Mais je pense que ce qui est clé, c'est de connaître la classification. Celoria et Patton. Ce qu'il faut retenir, c'est que 2 tiers des interruptions de l'arche, c'est du type B. Je ne l'ai pas noté, mais 90% des interruptions de l'arche de type B sont associées à un syndrome de Giger. Et les types A et C sont plus rares, le type C est rarissime. Et la manière dont Celoria et Patton l'ont différencié, c'est au niveau d'interruption. Type A, l'interruption se fait après les gros vaisseaux, enfin les troncs supportifs, pardon. C'est-à-dire après la sous-clavière gauche. Type B, entre la sous-clavière gauche et la carotide gauche, en sachant que dans le type B, c'est assez rigolo, c'est 50-50. 50, il y a une sous-clavière droite normale, et 50, c'est rétro-œsophagien. Là, ça devient un peu sexy. Il y a à la fois ça plus ça, il peut y avoir un ring associé, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer quelques images. Et le dernier, c'est extrêmement rare, mais ça existe, interruption au pied du TABC. Alors, le type A, 1/3, pas de souci. Vous avez tous vos necks vaisselles, vos troncs supportifs qui viennent de la crosse. Et donc, tout part de là, c'est perfusé, et l'interruption se passe derrière. Normalement, à l'écho, c'est pas compliqué. Ce qui est marquant, c'est le canal. À nouveau, c'est cool. Le canal, bien sûr, toute la perfusion systémique inférieure se fait par le canal. Et en diastole, il y a un chien de gauche-droit, parce que généralement, les résistances vasculaires pulmonaires sont infrasystémiques.
Le type B, le plus classique, 2/3, interruption juste en aval de la carotide gauche. Et quand vous avez des doutes, qui évidemment est commun, c'est pas facile de différencier, retenez que l'association de ça, c'est que la sous-clavière gauche naît de l'aorte qui naît elle-même du canal. Alors, c'est là où les petites techniques d'échographie que je vous ai montrées, là, le balayage pour la latéralité de la crosse et la visibilité en sous-sternal est important. 50% de l'interruption large la plus commune, il y a une sous-clavière droite anormale. Retenez que le diagnostic à l'échographie, il est facile. Honnêtement, partez de la crosse, suivez le TABC ou ce qu'il en est, et puis s'il n'y a pas de bifurcation, c'est que c'est que la carotide droite. Et donc, il y a un sous-clavière droite qui naît du TABC, qui est en fait la carotide droite, donc ça donne quelque part embryologiquement, c'est toujours le même arche, ça vient de leur descendance. Et donc, l'idée, c'est de. Là, vous avez la carotide droite. Vous voyez, là, c'est le balayage. Vous voyez, là, c'est l'aorte ascendante. Carotide droite, tac, 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 tac. Et donc, vous n'avez pas de bifurcation, c'est toujours le même vaisseau. Et là, vous avez c'est le vaisseau en plus. Et donc, vous avez par échographie la confirmation que c'est une interruption large de type B associée à une artère sous-clavière droite aberrante. L'imagerie de coupe est sympa. Sincèrement, les plus gros centres, maintenant, recommandent, si vous avez un échographiste expert, de ne pas faire d'imagerie. Ils disent l'échographie, c'est impeccable. On est tous anxieux et puis c'est pas notre argent. On se dit, vas-y, on va faire un scanner, comme ça on se rassure. Je pense que c'est une mauvaise médecine. À l'échographie, hein, normalement, il n'y a aucun problème pour faire ce diagnostic. Mais bon, on peut tous avoir des doutes. Et on est tous, voilà. Le scanner, c'est vraiment l'imagerie de pointe, c'est la meilleure résolution spatiale comparée à l'IRM. Et donc, au scanner, vous avez une image typique de cette interruption de l'arche associée à une sous-clavière rétro-œsophagienne qui naît de l'aorte, qui naît elle-même du ductus arteriosus, du canal artériel. Dernière chose sur les interruptions de l'arche, ce n'est pas toujours associé à une CIV, généralement oui. Et donc retenez que c'est dans le cas d'une cardiopathie colotroncale avec une bascule postérieure du septum conal. C'est à nouveau le lien avec cette cardiopathie de flux. Donc vous avez une diminution du débit fœtal à travers la valve aortique qui va engendrer une interruption progressive du système arche embryologique. La clé, c'est de savoir comment vous managez ces patients-là. C'est loin d'être facile. Je pense que vous avez un cours dédié pour ça, ou en tous les cas, le chirurgien vous en parler. Quand je dis c'est loin d'être facile, vous avez 3 options pour l'interruption de l'arche associée à une CIV. Soit vous faites une cure complète, néonatale, c'est généralement le poids qui dicte ça. Pour les plus de 3 kg, normalement, ça ne pose pas de problème si votre chirurgien est expert. Moins de 3 kg, c'est une discussion. Soit vous avez la cure complète néonatale, soit vous avez la stage stratégie, c'est-à-dire c'est par étapes. Vous faites un Yatsui qui est un DKS plus un Rastelli. Vous attendez que le cœur grossisse et vous faites une cure complète. Soit ce qui se fait pas de plus en plus, mais qui commence à s'explorer, c'est les stratégies hybrides. Vous allez conserver une perfusion fœtale, stenter le canal artériel, comme disait votre canal tout à l'heure, mais parce que le canal artériel est vital, hein, c'est plutôt dépendant, c'est comme ça qu'on perfuse la descendance, et protéger les poumons de la pression systémique. Là, il y a une large CIV, et donc le tronc artère pulmonaire et la pression systémique, avec un cerclage bilatéral sur les 2 AP. En conclusion, pour l'interruption de l'arche, je pense que ce qu'il faut vraiment uniquement retenir, c'est l'analyse segmentaire de la crosse comme dans la coartation. À cela s'associe la visualisation de la voie d'éjection du ventricule gauche et de la CIV, qui est assez commune dans les interruptions larges, 80% des interruptions larges. Donc, voilà. Et là, vraiment, ce message qui est clé, c'est-à-dire si vous avez l'un, vous n'avez pas, il faut aller regarder l'autre. Donc ça a l'air con, on finit sur un truc, vous dites ça va, il me l'a dit 10 fois, j'ai compris par cœur. Moi, encore maintenant, je fais des conneries. Donc, bon courage à vous si vous n'en faites pas, franchement, c'est exceptionnel. Et si vous avez une coartation, je vous en supplie, faites une analyse segmentaire du cœur gauche. Et si dans le cœur gauche, vous avez une anomalie, passez beaucoup de temps à avoir la crosse.